Ariane Biloran et Olivier Soulier, je vous reçois pour Tribune Libre et je suis ravie. Vous avez fait un séminaire aujourd'hui sur philosophie et médecine. Vous parlez de la défaillance de tout un système. Est-ce que vous voudriez nous en parler? Honneur aux femmes, pourquoi pas? Eh bien oui, la défaillance de la philosophie a été assez majoritaire depuis 2020, en particulier parce que la philosophie nous permet de définir les conditions du vivre ensemble. Et nous avons vu beaucoup de philosophes de plateau de télévision prôner l'exclusion, prôner des libertés à deux vitesses, prôner des certitudes, alors que la philosophie, c'est a priori plutôt le doute. Elle commence à Socrate qui nous dit je sais que je ne sais rien. C'est l'origine de de sa maîtrise justement de la sagesse. Elle commence par des questionnements et nous avons été interdits de poser un certain nombre de questions et de débattre. Donc, du point de vue de la philosophie, c'est très important de remettre les premiers principes, c'est-à-dire effectivement la nécessité du doute, la nécessité de la recherche de vérité, la nécessité de créer une méthode d'investigation et la nécessité de penser la nature du contrat social que nous pouvons avoir les uns envers les autres. Donc la philosophie, elle pense aussi la rupture du contrat social ou ses conditions. Un contrat social, c'est un contrat qui permet de fonder le vivre ensemble sur le fait de renoncer à certaines libertés de tout faire pour pouvoir créer une liberté en commun. Cette liberté en commun est une garantie du droit de la protection à l'intégrité de tous. Et finalement, on voit bien que cette intégrité n'est absolument pas respectée puisqu'on a violé les principes du Code de Nuremberg, notamment le principe du consentement éclairé obligatoire pour différents traitements. Et puis, je pense qu'il y a aussi la nécessité de penser tout simplement la philosophie de la médecine, quelles sont les conditions du soin, quelles sont les conditions de l'alliance thérapeutique entre un médecin et son patient. La médecine a été réduite à une science idéologique, un scientisme en fait. Et ce scientisme, c'est l'inverse de la médecine qui, du point de vue de la médecine hippocratique, donc Hippocrate et Socrate ont vécu dans le même siècle au même endroit, hein, donc ils ont fondé des méthodes similaires. Eh bien, la médecine, c'est la garantie du respect de la subjectivité et de l'individualité du sujet, comme la philosophie. Donc, c'est un petit peu tous ces principes que nous essayons de remettre au goût du jour pour montrer à quel point nous nous en sommes complètement écartés, voire aujourd'hui nous sommes dans une inversion, hein, dans une médecine qui ne se préoccupe plus de ne pas nuire, et une philosophie qui ne pense plus du tout les conditions métaphysiques de l'existence humaine et de son appartenance politique. Hein. La politique, c'est la création du lien entre les personnes. Ce n'est pas quelque chose que nous avons dîné, mais c'est comment nous allons vivre dans la police, dans la cité, tous ensemble. Et quelles sont les garanties du respect de chaque être humain, sans exclusion, sans stigmatisation dans cette population. Donc voilà, je crois que ce sont quelques éléments que nous souhaitons rappeler pour refonder des fondamentaux que nous avons manifestement complètement perdus. Et docteur Soulier, l'état de la médecine est le reflet de la bonne santé d'une société et d'une démocratie? Oui, alors si c'est le reflet, il est effectivement mauvais, parce que on est dans une société qui n'est pas démocratique, qui n'est plus libre, une société qui a piétiné, qui a foulé aux pieds tous ses principes, et en particulier tout ce qu'on avait appris avec la Seconde Guerre mondiale et tous les principes de Nuremberg, l'interdiction des essais, tout ça a été foulé aux pieds. On a vraiment trahi le secret professionnel, on a trahi l'intégrité des médecins, on leur a interdit de soigner. On a même organisé l'euthanasie des vieux, c'est clair, avec le Rivotril, ce qui est absolument dramatique. Donc on a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire, puisque les masques, on sait que ça sert à rien, le confinement, on sait que ça sert à rien, ça fait très longtemps qu'on sait que confiner des gens en bonne santé, c'est diffuser l'épidémie, et confiner les gens malades, c'est-à-dire le lazaret, ça peut être efficace. Mais confiner les gens malades avec les gens en bonne santé, c'est le meilleur moyen de faire flamber une épidémie. Et j'ai envie de dire que si le but était de faire flamber l'épidémie, je dois reconnaître que le résultat est assez réussi.
Et effectivement, il y a deux manières de voir la chose. Ou bien on la voit d'une façon médicale et de l'intérêt du patient. Et dans ce cas-là, c'est une catastrophe. Ce sont des crasses. Ces gens-là ne devraient plus jamais exercer la médecine. On devrait leur interdire. Tous les gens qui ont participé à ça devraient être définitivement radiés. Maintenant, si vous le considérez au niveau de la manipulation des foules et des populations, c'est du grand art. Hein, et c'est du McKinsey tout craché, et c'est du très grand art avec la publicité des gouvernements, de l'Union européenne, de l'OMS, de tous ces organismes qui ont contribué à, disons-le, dévoyer les principes médicaux. Tout ce que l'on a fait ne fonctionnait pas. Avec le recul, de façon un peu sommaire, on pourrait dire il n'y a pas eu d'épidémie. Il n'y a pas eu, souvenez-vous, il y avait 30-35 millions de morts tous les ans avec les grippes. Sur la planète, là, on a eu 30 millions de... Voilà, c'est la même chose et on a eu zéro grippe. Donc, Vous faites allusion au livre des biostatisticiens Pierre Chaillot et Laurent Toubiana? Oui, bien sûr, que je connais bien, qui ont fait un énorme travail magnifique. Effectivement, mais toute la statistique nous amène à ça. Il n'y a pas eu d'épidémie. Plus que ça, elle a commencé un an avant. Quand on analyse maintenant les eaux d'égouts où on a tout à fait la présence des virus, puisqu'elles sont regardées régulièrement. Mais pourquoi il n'y a pas eu de mort? Parce qu'on a soigné les gens. On leur a donné pneumopathie atypique, azithromycine, et puis voilà, les gens n'étaient pas malades. C'est quand on a commencé à confiner qu'on a fait flamber l'épidémie. Et bien qu'en faisant flamber l'épidémie, tout le monde s'est dit, regardez, c'est une catastrophe, les hôpitaux étaient remplis, débordés. Non, je suis désolé. Le Covid a représenté 3% des hospitalisations, c'est-à-dire quasiment rien, et 5% des réanimations. Ça, c'est les chiffres officiels de l'ATH, l'agence hospitalière, qui dépend du ministère de la Santé. Donc, c'est une escroquerie quand on a organisé des transferts par TGV, c'est du baratin. C'est une mise en scène. La médecine s'est prostituée pour faire du business à l'industrie pharmaceutique, et c'est prostituée, et je pèse mes mots, pour permettre à une manipulation mondiale. Et c'est pas du tout là. Et en fait, c'est pas la médecine en général. La plupart des médecins ont été choqués, perdus. Mais c'est certaines autorités médicales qui se sont dévoyées vraiment dans cette situation-là. Et ça n'a plus rien à voir avec de la médecine. La réaction des philosophes n'avait plus rien à voir avec les philosophes. On a vu certains philosophes de plateau qui font honte à la philosophie. Et en matière de médecine, je pense que l'ensemble des médecins a été perdu dans cette situation. On les a mis dans l'obligation de remettre en cause des principes fondamentaux qu'on leur avait inculqués pendant toutes leurs études. Et ça a été très compliqué. Beaucoup se sont trouvés en porte-à-faux. Il y a eu plein de positions différentes, d'autres se sont débrouillés. Mais au niveau de la médecine, globalement, je résumerai en disant qu'on a fait n'importe quoi. On a fait surtout tout ce qu'il ne fallait pas faire. Oui, on a affaire à des processus totalitaires. En septembre 2020, j'ai organisé un colloque pluridisciplinaire intitulé Corruption et fraude dans la crise Covid depuis 2020. Il y avait effectivement Pierre Chaillot qui était présent, il y avait Vincent Pavant, il y avait Jean-Dominique Michel, il y avait Slobodan Despot, Virginie Darrow-Recchia, Olivier bien sûr, et d'autres. Et depuis les différentes fenêtres qui étaient des disciplines absolument très hétérogènes, depuis les sciences humaines jusqu'aux sciences dures, nous arrivions tous à la conclusion d'une corruption et d'une fraude à partir de notre propre fenêtre. Ça, c'est un premier point. Le totalitarisme, il a une conception de l'individu très très particulière, c'est-à-dire c'est une annihilation de la liberté humaine, et c'est une conception paranoïaque, c'est une conception persécutée de l'individu, et c'est là qu'on peut faire un point commun aussi entre la philosophie et la médecine, c'est-à-dire qu'on a bien vu que tout le monde était un malade en puissance, et ce malade en puissance était traité comme un criminel en puissance. Et on l'a bien vu au niveau des enfants. Donc la présomption d'innocence qui garantit nos droits, évidemment, a volé complètement en éclats, et nous avons été traités, et même parfois avec des mesures de rétorsion extrêmement puissantes, comme des criminels. Et c'est ce qu'a dit George Agamben à plusieurs reprises, le philosophe. On est même arrivé à un moment où on a dit aux enfants, vous êtes responsables du malheur du monde. Vous allez tuer papy et mamie. C'est une honte d'avoir dit une chose comme ça. Ça devrait vraiment, ce point-là devrait vraiment rester dans l'histoire de l'humanité comme la chose à ne pas faire. Il faudrait faire une statue aux enfants pour leur dire à la gloire des enfants que l'on a persécuté. En disant voilà, ça, on ne doit plus jamais le faire.
jamais un petit enfant ne va être responsable d'avoir tué papy-mamie ou d'avoir fait peur à ses enseignants. Donc on a vraiment une inversion totale des valeurs avec un monde qui marche complètement sur la tête. Et je le répète, ce n'est pas une erreur. Je pense fondamentalement que c'est une manipulation totalement calculée et je peux tout à fait imaginer des réunions avec certains conseillers du gouvernement qui disent qu'est-ce qu'on va faire pour mettre la peur? Bon, on va dire que les enfants sont dangereux, qu'ils vont tuer leur papy, leur mamie. Ah, c'est une bonne idée, on va faire ça. Je crois assez que ces gens sont cyniques pour avoir été capables de faire une chose pareille. Et ça, philosophiquement, c'est dramatique. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'effectivement, on a beaucoup joué sur la peur et la peur de la mort. Et comme on disait aujourd'hui, la philosophie, c'est aussi la capacité à accepter qu'on nous sommes mortels. Donc c'est bien le propre d'un système pervers que de jouer sur la culpabilisation, entre autres choses. Notamment, oui, notamment sur la création du bouc émissaire. Le bouc émissaire, on sait que c'est toujours le profil le plus innocent sur lequel on va projeter nos propres parts d'ombre. Donc le fait que les enfants soient effectivement sacrifiés, ça fait partie du système totalitaire. Le fait que certaines catégories de la population soient stigmatisées, persécutées, sacrifiées, laissées sans revenus, et qu'on considère que c'est normal parce que c'est telle idéologie et pas telle autre, ça fait partie du système totalitaire. On voit bien qu'on a affaire à un scientisme inquisitorial qui ne tolère plus qu'une seule ligne de pensée. À partir du moment où on ne tolère plus qu'une seule ligne de pensée, on n'est pas dans la diversité des opinions et qu'on censure des opinions divergentes, on est aussi dans un système à minima très autoritaire, tyrannique ou totalitaire. D'ailleurs, le consensus médical, le consensus scientifique, ça n'existe pas. Quand quelqu'un vous parle de consensus, vous savez que c'est faux, ça n'existe pas. La science, c'est le débat. Le consensus, c'est la mort de la science. Vous voyez, on a inventé des mots comme ça qui, de base, veulent dire que... Voilà. De même que le mot complotiste, par exemple. Quand on va à l'origine du mot complotiste, je ne sais pas si vous savez d'où ça vient, mais quand Kennedy s'est fait assassiner, on sait aujourd'hui que c'est la CIA et le complexe militaire industriel américain qui a fait assassiner Kennedy parce qu'il avait menacé de les dénoncer, puisque c'est sorti avec la libération des documents, même si tout n'a pas été libéré, on en a assez pour avoir ces informations-là. Eh bien, quand il y a eu le fameux rapport Wallace, auquel personne n'a cru, eh bien, la CIA a dit, maintenant, les gens qui ne croient pas à ce rapport, parce qu'il était absolument, vous savez, la fameuse balle magique qui rentre là, qui fait ça, qui ressort... alors qu'il y avait plusieurs tueurs, il y a une balle qui avait tué 4 personnes, c'est vraiment la balle magique, donc qui avait touché 4 personnes. Et donc, on a dit, la CIA a donné comme consigne de dire les gens qui vont contester ce rapport, le rapport Warren pour être précis, les gens qui vont tester le rapport Warren, on dira que c'est des complotistes. Donc le mot a été inventé pour neutraliser par avance toute forme de contestation. Et il y a même quelque chose de très intéressant, à une époque, un conseiller de la CIA qui disait, le jour où tout ce que penseront les gens sera faux, vous pourrez considérer que vous avez atteint votre objectif. On est vraiment dans une manipulation organisée, et effectivement, cette histoire est une manipulation organisée. L'OMS parle déjà des prochaines pandémies. Est-ce que, selon vous, la dissidence est prête pour faire face à ces nouvelles techniques de manipulation ? Je pense qu'on peut revenir un tout petit peu sur l'OMS. L'OMS fait partie des institutions aujourd'hui inquisitoriales qui reçoivent beaucoup de financements privés, et notamment de Bill Gates. Dans un documentaire qui va prochainement paraître en français, qui a été réalisé par Vera Sharab, on voit très très bien que ces grandes organisations internationales ont une filiation directe au nazisme, des financements qui proviennent des mêmes idéologues. Et on entend bien, on a eu un discours de Macron l'année dernière sur l'OMS qui nous explique que ce sera la garantie d'une seule science indépendante. Donc si c'est une seule science, déjà c'est indépendante de la politique, bien sûr, mais pas des financements privés. Donc on voit bien qu'il y a un gros problème. L'OMS est en train de réaliser un traité, un règlement sanitaire international, et tout va rentrer dans le champ de la santé. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les épidémies, c'est aussi le climat qui fait partie de la santé et la biodiversité. Donc il faut aller lire les textes de l'OMS. Moi j'encourage les gens à aller lire, et écouter les déclarations.
Et on voit bien que nous sommes dans la résurgence d'un fascisme, mais qui cette fois est un fascisme mondial, international, qui nous est totalement décrit sans phare par ceux qu'ils appellent, quand je dis ils, c'est notamment Klaus Schwab, Bill Gates, etc., le prophète, c'est-à-dire Harari, le grand philosophe intellectuel qui théorise la venue et la survenue de ce nouveau totalitarisme. Donc, est-ce qu'on est prêt? Je pense que déjà, on n'en prend pas du tout la mesure de ce qui est en train d'arriver. Même pour les plus conscients, je crois que c'est tellement violent. Effectivement, Harari décrit que ce sera le totalitarisme le plus inouï, le plus sauvage que nous allons vivre dans l'humanité. Je pense que ça sera le cas, oui. Et je ne suis pas sûre que nous soyons prêts à, ne serait-ce que dans notre imagination, dans la capacité imaginative, à envisager l'intensité de ce grand délire. Comment combattre et garder espoir? Je pense qu'il faut, effectivement, vraiment être les yeux ouverts. Effectivement, pour beaucoup de personnes, l'ONU et l'OMS, c'est des organismes de paix. Et pouvoir réaliser que ce sont des organismes corrompus, ce sont des instruments du malheur de la planète, ce sont des instruments qui ont été financés par les mêmes qui, à une époque, ont financé l'ascension au pouvoir d'Adolf Hitler, ce sont les mêmes qui ont récupéré après ça les anciens nazis, comme l'a très bien expliqué Ariane dans l'Internationale nazie. Donc ce sont les mêmes qui ont créé l'ONU et l'OMS, avec les mêmes financements. Donc c'est le même ambition totalitaire. Mais quand vous dites aux gens Hitler, OMS, même source d'origine, là vous créez un électrochoc. Pourtant il suffit de regarder l'histoire, ça c'est facile à prouver. Tous les éléments sont là, on le sait. Mais les mettre les uns à côté des autres et voir ça... Mais en fait, c'est toute la notion du pouvoir d'un petit nombre qui, depuis 2 siècles, veulent mettre la main sur la totalité de la planète pour arriver au délire actuel où une poignée de milliardaires possèdent plus de la moitié de la richesse mondiale. Une centaine de personnes possèdent plus de la moitié de la richesse mondiale. Et donc, on a une accélération de ces processus-là, basés sur les systèmes financiers qui ont été faits pour aspirer la richesse de la totalité du monde. Et le tout se verrouillant avec l'alibi scientifique, l'alibi de l'OMS, qui n'est qu'un alibi. Et on a une sorte de système qui se referme comme une mâchoire de crocodile sur la totalité du monde. Et je pense qu'il faut que tous les gens aient conscience, quand on dit aux gens, attention, là, quand Ariane travaille sur l'imposition des droits sexuels où l'OMS favorise la pédophilie, pour résumer en quelques mots, mais en gros c'est ça, quoi. Ah non, l'OMS c'est fait pour défendre les gens. Bah non. Je crois que le comment combattre, Olivier vient d'apporter une première réponse, c'est de travailler et de faire l'effort, de travailler sa lucidité et de faire l'effort pour travailler sa lucidité. Une fois qu'on a compris, grosso modo, le programme, on a aussi compris que c'est exactement un programme identique à celui que nous avons déjà connu et on nous a suriné le plus jamais ça, c'est-à-dire un programme eugéniste. C'est-à-dire, il y aurait des hommes supérieurs et des hommes inférieurs. Il y aurait même une troisième catégorie qui serait les inférieurs surclassés. Je vais l'expliquer. Les supérieurs sont ceux qui auraient la détention du pouvoir. Les inférieurs surclassés, ceux qui vont leur servir d'esclaves. Et les inférieurs, ceux qu'on va éliminer parce qu'ils sont considérés comme inutiles. À partir du moment où on a compris l'existence de ce programme, on n'a absolument pas le choix que de défendre notre condition humaine. Et on ne peut pas laisser ou croire que parce qu'on ne va rien faire, il va se passer quelque chose. On a un devoir absolument immédiat et moral de s'ériger contre ce qui est en train de se passer et de le dénoncer. Et comment faire sortir du déni sans brutalité certaines personnes qui vivent encore, on va dire, dans cette espèce de décor du Truman Show et qui ne parviennent pas à imaginer que ce n'est rien d'autre qu'un décor mensonger? Je ne sais pas si nous avons les clés. Nous avons les clés pour diffuser l'information. Le déni, c'est un mécanisme de défense et de protection extrêmement puissant. Avoir les clés de sortie du déni de quelqu'un, ce n'est pas évident. Par contre, je crois que fatalement, la violence de ce qui s'annonce réveillera sans doute
plus d'une personne, à condition que ces personnes commencent à interroger l'existence d'une propagande qui existe dans les médias dominants. On voit bien que c'est toujours les mêmes discours, qu'il y a des discours autorisés, des discours qui ne sont pas autorisés. Et déjà ça, il y a quelque chose qui dysfonctionne. Donc il faut bien se poser la question, quels sont les discours qui ne sont pas autorisés? Et c'est très important de comprendre que les gens sont menés à des actes absolument atroces à partir du lavage de cerveau et de la propagande. Donc il y a, comment dirais-je, au-delà du déni, il y a un lavage de cerveau, une mise en condition, en fait. Oui. Un conditionnement des masses, ça c'est évident. Et c'est très très difficile parce que il y a ce qu'on appelle la dissonance cognitive. On a du mal à imaginer des choses. C'est comme quand vous voyez des enfants qui ont été maltraités, ils ont du mal à imaginer que leurs parents ne leur veulent pas que du bien. Et là, tout le monde a du mal d'imaginer que le gouvernement ne nous veut pas que du bien et que des organismes. Donc il y a un moment où il va falloir ouvrir les yeux. Et on a vécu des choses quand même extrêmement violentes. Et la violence de ce qui se produit, on pourrait dire aux gens, bon, est-ce que vous avez vu assez de violence? Est-ce que ça vous suffit pour ouvrir les yeux et pour vous lever pour arrêter ça? Ou est-ce que vous avez besoin encore de violence? Mais voilà, et je pense qu'il y a une petite part qui est consciente, ce qu'on appelle souvent d'ailleurs les complotistes, hein, parce qu'ils sont conscients du fait que, effectivement, Kennedy a été assassiné, je reprends l'analogie. Voilà, et effectivement, il y a tout un travail de conscience très important parce qu'il y a une ambition. Mais moi, je mettrais plusieurs choses très positives dans ce qui se passe. La première, c'est qu'ils ont voulu faire une catastrophe et ils l'ont échoué. Donc, ils n'ont pas réussi à conditionner la totalité du monde, même si, comme disait le professeur Montagnier, les non-vaccinés sauveront l'humanité. Parce qu'ils ont un patrimoine génétique qui a été conservé. Les autres, on ne sait pas. Heureusement qu'il y a eu beaucoup de faux, et heureusement qu'il y a eu beaucoup de placebo aussi, à l'époque du début, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de fournir tout. Donc ça, c'est une chance qui s'est produite. C'est la première chose. La deuxième, c'est que on s'est rendu compte qu'il y a eu énormément d'effets secondaires. C'est-à-dire que les gens qui voulaient manipuler l'ADN, eh bien, ils se sont rendus compte qu'une toute petite manipulation donnait déjà des montagnes de conséquences. Donc la nature a dit, regardez, ce que vous faites est dangereux. Et donc, le premier essai est un essai qui est catastrophique au niveau du résultat et au niveau de leur capacité à jouer aux apprentis sorciers. Leur première thèse d'apprenti sorcier est une catastrophe. L'autre chose qui est très importante, c'est que on a tendance à nous dire ici en Europe ou aux États-Unis ou au Canada, regardez le consensus mondial. Non, le consensus mondial, c'est 1 milliard ou 1,5 milliard d'habitants. Le reste du monde, et on voit bien avec les BRICS et avec la dédollarisation, on ne peut pas ne pas regarder ce qui se passe dans le monde. Il y a un effondrement des empires colonialistes qui étaient l'Europe et l'Amérique du Nord, et il y a un effondrement et on a globalement les 80% de la population qui ne croit pas à ce qui s'est passé. Ça me faisait rire quand on avait des zooms avec les Africains qui disaient les vaccins c'est fait pour tuer les petits blancs. Et ils avaient totalement compris les choses, et on a quand même 80% du monde avec les BRICS qui ne veulent plus rentrer dans ce système-là. Et quelque part, on est dans un effondrement de la culture occidentale. Ça, c'est évident. Je pense que malheureusement, avec leur folie, elle ira jusqu'au bout. Il ira jusqu'au bout de cet effondrement et l'Europe va devenir un pays sous-développé. Mais heureusement, la bonne nouvelle, c'est une grande partie du monde. Simplement parler, il ne faut pas leur faire. Ils n'y croient pas. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Je pense qu'il y a aussi un relais de cette conscience dans nos pays, en Europe et en Amérique du Nord, de gens qui n'y croient pas. Donc il y a 80% de la population mondiale qui n'y croit pas au niveau du monde. Et dans les 20% restants, il y a au moins 20% des gens qui n'y croient pas. Donc on peut se dire aussi que ces gens comme Yuval Noah Harari sont ultra minoritaires sur la planète. Et même économiquement et militairement, ils ne sont même plus aujourd'hui majorité. Ils sont même plus aujourd'hui les plus puissants. Et ça, c'est quelque chose qui, c'est peut-être, je dirais que cet Occident dominateur et sûr de soi, c'est véritablement tirer une balle dans le pied. Et est vraiment en train de... Michel Maffezoli a raison de dire que quand les tyrannies vont jusqu'au bout, elles sont de plus en plus violentes, elles sont de plus en plus folles. Et là, on est dans une folie, un effondrement de ces tyrannies.
et épidémie, dédollarisation, création des BRICS. Et en même temps, on voit que les jeux aux apprentis sorciers n'ont pas fonctionné. Et est-ce que selon vous, une des clés de sortie de crise, ce serait de s'éloigner de l'individualisme occidental? C'est indispensable, c'est-à-dire que c'est absolument indispensable de retrouver l'entraide, mais au-delà de ça, ce qui fonde une civilisation, ce qui la remet en circuit, c'est le don. C'est tout, c'est l'anthropologie de le roi Gourand, de Mao, etc. C'est vraiment pour remettre en les interdits fondamentaux, qui sont les interdits du meurtre, les interdits de l'inceste, qu'on a tous transgressés là, sans aucun problème, dont on subit ces transgressions à travers ces programmes internationaux. Quand je parle d'interdit du meurtre, c'est effectivement le fait de laisser les gens sans soins ou effectivement de les euthanasier. Et quand je parle d'interdit de l'inceste, c'est le fait de transgresser les populations, notamment infantiles. C'est le programme de l'OMS. Donc ces interdits de civilisation ayant été transgressés, pour remettre en circuit de la civilisation, il faut repenser la question du don. Le don, c'est ne rien attendre en échange de ce qu'on donne. C'est fondamental que des gens se dévouent et viennent aider ou sortir de leur zone de confort pour que nous arrivions ensemble, petit à petit, à freiner cette situation folle. Et parmi les grands principes qui ont fait l'humanité, il y avait l'interdit de l'usure, l'interdit du prêt avec intérêt. Et dans toutes les religions, dans toutes les cultures, il y avait régulièrement, tous les 20 ans, on remettait la totalité des dettes. Et là, on voit bien qu'on est dans, j'ai encore lu quelque chose, un discours sur la soi-disant dette internationale, dont évidemment nous serions tous coupables et qu'il faudrait donc payer. On va la payer comment? Au bout d'un moment, évidemment, si on va jusqu'à la suite de la logique de la dette, on la paye avec nos corps. Voilà. Donc on va prendre la totalité. En fait, quand vous voulez posséder une nation, vous l'endettez. Un des grandes réussites de la gestion par le gouvernement de la crise, c'est d'avoir réussi à endetter la France à ce niveau-là, d'avoir mis la France à genoux devant les fonds d'investissement, les BlackRock, les Vanguard, etc., etc. Et donc, et ce qui est intéressant, c'est que cette dette, pour moi, elle n'existe pas. Vous voyez qu'il y a une évasion fiscale, ce qu'on appelle une optimisation fiscale. Donc il y a des gens qui volent les États, qui n'ont plus les rentrées d'impôts nécessaires, et après ça, ils disent, le voleur prête au volé en disant, maintenant, tu me dois tout. Donc, globalement, on pourrait considérer qu'une remise de dette mondiale serait une chose fondamentale pour remettre les choses à zéro. Vous n'allez pas ruiner les petits épargnants, il n'y a que les petits qui auraient le droit d'avoir leur dette, mais tous les grands ont une certaine fortune. Moi, je suis pour une remise mondiale des dettes, et vous voyez toutes ces monstrueuses fortunes. Vous voyez, les milliardaires français, il y avait un article récemment qui disait 550 milliards, ils ont triplé leur fortune en 3 ans. Oui, Et donc, sans mais faire... c'est de la philanthropie, tu as pas compris. Oui, je n'ai pas compris, oui. Exactement, comme c'est Bill qui nous avait expliqué que c'est de la philanthropie. Effectivement, oui, c'est tous les gens qui vont chez Epstein, c'est ça. Allez, soyons clairs, vous voyez bien, maintenant quand on voit l'histoire, comment ils ont tous fréquenté les pédophiles, on voit bien où on en est. Allez, revenons, mais tout est mélangé, tout est mélangé. Il y avait un très bon article, il y a quelques années, un très beau reportage sur Goldman Sachs, où il disait que la finance de Wall Street sont les premiers consommateurs de prostitution et de cocaïne. C'est ça leur vision du monde. L'exploitation des enfants, la prostitution et la cocaïne. Non, c'est une vision qui est complètement, disons-le, dégénérée. Et il y a des principes fondamentaux d'équilibration. Et il n'est pas possible que les voleurs prêtent de l'argent aux États et disent après aux États, vous nous devez de l'argent, non. On a une sorte d'inversion totale. Et tout ce système-là, en plus, il n'y a que l'Occident qui est pris dedans. Les autres pays du monde ne sont pas pris dedans. Moins, plus ou moins, mais c'est clair que... voilà, plus ou moins. Mais il y a vraiment une inversion totale. L'ensemble du mouvement mondial est pris quand même dans le processus de numérisation donc ce processus de digitalisation de nos existences est ce fameux fascisme numérique. Et là, malheureusement, je vois peu d'opposition à cette affaire. Oui, avec l'intelligence artificielle, etc. Et l'intelligence artificielle,
Moi, je dirais, si vous posez des questions à l'intelligence artificielle, amusez-vous à poser des questions, vous verrez comment ils répondent. Vous dites, qu'est-ce que vous pensez-vous d'Obama? Et alors, c'est formidable, prix Nobel de la paix, etc. Et puis, quand vous dites, oui, mais est-ce que c'est pas le président qui a fait le plus d'assassinats ciblés pendant sa présence? Oui, effectivement, mais voilà, vous voyez, c'est ça la manipulation. C'est-à-dire, on va vous donner une information qui a l'air d'être très bien faite. Et Jackson, qu'est-ce que vous pensez du président Jackson? Oui, c'était un président comme ça, oui. Enfin, c'est le premier qui a remboursé la dette des États-Unis et qui a libéré les États-Unis pendant 70 ans de la banque. Donc voilà, il a fait quelque chose d'extraordinairement important. Il a réussi à sortir la banque de ce qu'il appelait lui les banksters. Il disait même si les gens savaient ce que les banques font, ils seraient tous dans la rue pour prendre d'assaut les banques demain matin. Vous voyez, c'est donc on a un processus comme ça. Donc je pense que le système arrive au bout. Et c'est pour ça que on ne peut pas aujourd'hui faire le bini oui oui, c'est gentil, on va créer un autre monde, on va laisser, etc. Ça, c'est pas possible. Martin Luther King disait « Ma non-violence n'a de la valeur que par l'ombre portée du noir qui est derrière moi avec un cocktail Molotov à la main. » Donc c'est soit la non-violence, soit la violence, vous choisissez. Mais si on fait là, si on dit, il y a plein de gens qui disent oui, on va nourrir le monstre, c'est laisser prospérer le monstre. Et quand vous faites rien, c'est important de se redresser et de dire non à toute cette situation dans n'importe quelle circonstance. Et donc d'affronter à l'intérieur de nous les peurs qui nous empêchent de reposer nos principes qui font de nous des êtres humains, donc notre condition d'humanité. Et ça implique de s'opposer en cas d'injustice, de stigmatisation, de persécution et de nuisance, de non-assistance, en fait. Avec une vertu philosophique. Transgressées, blessées, voilà. Persécutées. Avec une vertu philosophique fondamentale qui s'appelle le courage. Et ça, c'est très important. Si nous avons le courage de nous opposer à ça, ça va s'arrêter. Absolument. Si nous n'avons pas le courage de nous dire on va les laisser faire, nous on va créer un autre monde, non. On va se faire... on va passer sous l'eau. Et c'est notre responsabilité. Il en va de la survie de l'espèce? Oui, il en va de la survie de l'humanité. Oui. L'humanité et de la civilisation. Bien sûr. Même si la civilisation occidentale, on voit bien qu'elle est en bout de course et qu'elle est quelque part condamnée à mort. Même si les gens ne le savent pas vraiment. Bon, en Europe, on voit bien maintenant, on voit bien que l'Europe est condamnée à mort, que c'est la fin de l'Europe. Hein, mais la mort d'une civilisation ne se passe pas du jour au lendemain. Non, il va falloir... je ne sais pas si nous, de notre vivant, on verra la fin de ce changement. Mais c'est clair que le processus de civilisation, le cycle... Vous savez, les empires, l'Empire romain, c'est 5 siècles. 1492, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Et là, on est dans un cycle de 600 ans qui arrive sur la fin. Et c'est cette partie-là qui arrive sur la fin. Donc on est dans un grand moment et il faut avoir conscience de ce qui se passe pour regarder les yeux bien ouverts et voir, on croit en quoi, quelles sont les valeurs qui nous animent, parce que la philosophie, ce sont les valeurs qui nous animent, et la médecine, c'est quelles sont les valeurs que l'on soigne. Et donc ces deux choses-là, qu'est-ce qui nous anime et qu'est-ce que l'on veut, de quoi on veut prendre soin, et regarder ça et poser ses choix courageusement. Et ça, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Le système totalitaire, c'est un projet mortifère, c'est un projet de mort. Donc, globalement. Donc, c'est très important de prendre des décisions qui valorisent la vie et le vivant. Et à partir du moment où on est dans une vision persécutée de l'existence, où l'autre est potentiellement un ennemi qui peut me transmettre des miasmes ou des maladies ou de je sais pas quoi, quelle va être la civilisation qu'on va fonder? Si le lien est un lien de méfiance, c'est un lien de persécution, eh bien c'est voué à l'échec tout de suite. Oui. Mais en fait, on revient vers des valeurs fondamentales, des valeurs christiques, des valeurs d'amour, des valeurs d'hospitalité, de don, de générosité. Et il y a dans un petit texte que vous connaissez, il dit « Remettez-nous nos dettes comme nous les remettons à nos débiteurs ». Vous vous souvenez? C'est une notion fondamentale de l'équilibre de la vie. Un mot de la fin, Ariane Dilleron. Olivier vient de prononcer le mot d'équilibre. Je pense que c'est fondamental. À partir du moment où nous partons en déséquilibre, effectivement, nous risquons tout simplement beaucoup d'autodestruction au niveau
de l'ensemble du collectif, de la société et de la civilisation. Donc comment rétablir l'équilibre? L'équilibre aussi entre nos parts d'ombre et nos parts un peu plus lumineuses, parce que ce qui est très important de comprendre dans toute cette affaire, c'est qu'on nous a seriné l'histoire du bien commun, et donc ceux qui estiment être des bons citoyens, eux s'estiment purs, ils s'estiment innocents, ils s'estiment purs, et ils s'estiment surtout purs de toutes les émotions qui en réalité les traversent, qui sont le ressentiment, la haine, l'envie, la culpabilité, la peur. Et donc tout ceci permet la création des boucs émissaires. Donc la priorité, c'est vraiment que chaque individu fasse le point sur lui-même pour savoir où est-ce qu'il en est dans cette affaire, parce que le courage, il ne va pas être collectif, il va être individuel. Merci beaucoup, Ariane Bileran et Olivier Soulier. Merci. Merci.